Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché du manioc. Cette plante originaire du nord-est du Brésil, en Amérique du Sud, est cultivée dans toutes les zones tropicales du monde. Elle est produite en masse et comme vous pouvez le voir sur cette infographie, 270 millions de tonnes sont produites par an, soit 800 kilos par seconde. Et l'Afrique produit la moitié du manioc mondial et la Côte d'Ivoire est dans le top 3 des plus gros producteurs africains. Au sommaire ce soir, découverte du marché du manioc en Côte d'Ivoire avec un focus sur un produit phare, l'atiéké, un plat au cœur de la cuisine nationale mais aussi au cœur de l'économie du pays. Nous allons vous montrer comment la filière est en train d'évoluer, passant progressivement d'un mode de production artisanal à un mode de production industriel. Puis, nous irons au Kenya à la rencontre d'une jeune entrepreneuse qui a créé Mogo Foods, une marque de farine à base de manioc. Mogo Foods produit aujourd'hui 5 tonnes de farine de manioc chaque mois, vendue dans plus de 250 magasins au Kenya. Vous allez découvrir comment la créatrice de la marque se bat pour développer son business. Dans le top 3 des producteurs de manioc en Afrique, le Nigeria avec 55 millions de tonnes produites par an, le Ghana avec 17 millions de tonnes et en troisième position sur le podium, la Côte d'Ivoire avec 4,5 millions de tonnes par an. Une grande partie de cette production sert à la fabrication de l'atiéké, l'un des plats préférés des Ivoiriens, un mets dont la confection est aujourd'hui majoritairement artisanale. Mais vous allez le voir, l'industrialisation est en marche avec à la clé plus de productivité et plus d'opportunités pour conquérir de nouveaux marchés. Les défis de l'atiéké, c'est un reportage de Juliette Chapalin, Yao Sansan, Marc Kouo, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Dans le village de Blocos, à Abidjan, Marceline attend sa livraison de manioc, comme chaque dimanche. Allô, le gros, bonjour. Manioc là, ça vient à quelle heure? Elle est productrice d'atiéké, la spécialité des Ébriers, peuple lagunaire du sud de la Côte d'Ivoire. Une semoule à base de manioc, conçue à Abidjan et dans les villes alentours depuis des décennies. Aujourd'hui, Marceline a commandé une tonne de manioc en provenance d'Aboisseau pour un montant de 105 000 francs CFA. Pousse-moi mon petit, dis-lui de reculer. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Marceline travaille avec ce livreur depuis 2005, mais vérifie chacune des commandes. Ils sont en train de décharger mon manioc, donc je suis en train de voir. Vous comptez comment ça se passe? Non, je ne compte pas. Le manioc, on ne peut pas compter. Je vais voir le déversement, si c'est propre quoi. Tu prends un manioc comme ça, tu casses. Quand tu casses, c'est ça, tu vois. Quand c'est sec là, c'est ce que nous on aime. Quand c'est mou là, ça fait que la tiéké ne devient pas beaucoup, tout ça là. Mais quand c'est sec comme ça, c'est ça qui est bon. De son regard aiguisé, Marceline surveille aussi le service après-vente. Tu as versé le manioc de l'autre côté, à qui va ramasser? Ah, toi aussi, faut me donner du travail encore, ça, il dit quoi ça? Les voitures vont venir passer, ils n'ont qu'à gâter manioc là ou bien. Mon fils, manioc que tu envoies aujourd'hui, c'est du bon manioc. Donc la prochaine fois, là, dimanche prochain, quand tu envoies là, il faut envoyer même chose comme ça. À peine livré, le manioc doit être épluché. Mais je ne peux pas attendre. Si j'attends, je perds le temps. Le temps, c'est de l'argent. Parce que quand ça vient, c'est 1 tonne. Mais quand tu finis de faire le travail jusqu'à ce que ça, tu viens à la finition, là, ça reste 898 kilos. Marceline s'active. Transformer tout ce manioc en atiéké prendra 3 jours. On va laver, on va rendre ça propre. On donne à la broyeuse et puis on obtient la pâte. En effet, dès demain, elle passera le relais au reste de la famille. L'atiéké, issu du tubercule de manioc, plus qu'un plat, une institution en Côte d'Ivoire. Il se mange à n'importe quelle occasion et à toutes les sauces. Cuisiné avec du thon, dans le célèbre garba,
mais aussi en accompagnement de brochettes de poulet ou de poisson. Il est l'un des plats favoris du pays, au cœur de la cuisine traditionnelle et de la vie des Ivoiriens. Consommateurs, mais aussi paysans, producteurs et entrepreneurs. Un plat qui repose sur la culture du manioc. Dans ce domaine, la Côte d'Ivoire a de la réserve. Elle figure en 3e position des producteurs de manioc en Afrique, avec 4,5 millions de tonnes par an, derrière le Nigeria et ses 55 millions, et le Ghana et ses 17 millions. Cette 3e place sur le podium continental ne satisfait pas l'État ivoirien. Ce dernier vise 8 millions de tonnes produites à l'horizon 2020, avec l'espoir de générer de fortes retombées économiques pour le pays. Pour ce faire, il faut structurer la filière manioc. Autrement dit, passer d'un mode de production traditionnel à un mode de production industriel. Certaines entreprises ont d'ores et déjà entamé la marche à la mécanisation du processus de transformation du manioc en atiéké avec l'espoir de vendre le trésor national à l'étranger. Comment augmenter le niveau de production du manioc? Comment assurer une transformation de masse du manioc en atiéké? À Blocos, ce sont uniquement les femmes qui préparent l'atiéké, comme Antoinette, la nièce de Marceline, qui s'est levée à 3 h du matin pour découper le manioc en morceaux. Ici, on travaille en famille. Il y a ma grande sœur, qui est Vanessa. Il y a ma maman, Antoinette et Joséphine. Il y a sa petite sœur, Madame Beckel, Afoué Honorine. Il y a sa petite sœur aussi, Estelle. Et ça, c'est la grand-mère, Mémé Isabelle. Et puis voici nos tantes, nos cousines sont là-bas à éplucher le manioc. C'est un commerce familial. Un commerce transmis de mère en fille, réalisé de façon manuelle. Après avoir fini d'éplucher, on vient, on met dans les bagos pour pouvoir les laver, pour enlever la saleté qui est sur le manioc. On est obligé de laver 3 fois le manioc. On lave ici la première fois pour enlever la saleté. Ici, on relave pour la 3e fois pour rincer. Cette machine, elle sert à serrer de l'atiéké. Sinon, c'est fatigant. On aimerait avoir une machine qui est commandée avec du courant. Au moins, en appuyant le courant, la machine presse l'atiéké pour nous. En 1 seconde, tout est devenu sec. Jusqu'à la main, quand tu finis, tout ton corps te fait mal. Après le broyage, il reste encore de nombreuses étapes. Pour faire de l'atiéké, il faut par exemple tamiser. Et ici, règne le système D. On tamise d'abord pour enlever les gros. Après avoir tamisé, on soulève pour enlever le bois, les bois qui sont dans l'atiéké. Avant, c'est avec le vent, on soulevait l'atiéké. Mais maintenant, il n'y a pas le vent. Donc, on a payé un ventilateur pour pouvoir soulever l'atiéké, pour nous faciliter la tâche. Un travail manuel difficile, mais qui permet de faire vivre toute la famille. Toute la famille est nourrie. Avec ça, on paie les études de nos enfants, de nos petits frères, de nos frères, et la maladie, tout ce qui concourt à la santé. Et on fait avec ça. Disons, c'est notre travail. La majeure partie de cette production d'atiéké est ensuite revendue à Blocosman, où elle est consommée par les Ivoiriens. Des femmes comme Antoinette, qui produisent de l'atiéké de façon artisanale, il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. 80% de la production est réalisée par des femmes dans ces conditions. Au ministère de l'Agriculture ivoirien, les agents de l'État sont attentifs à cette filière qui nourrit le pays et booste son économie. En effet, en 2017, le manioc a généré 514 milliards de francs CFA. Et les études ont montré que sur les 500 milliards, 500 et quelques milliards, 28% revient directement aux producteurs. 18% autour de ceux qui sont autour des producteurs. Donc, à peu près 46% à 50% de ce revenu-là revient au niveau local. Donc, vous voyez que le manioc, lui, il permet d'avoir une richesse locale importante. Je vais à mon bureau. Mais pour le gouvernement, la filière manioc, symbolisée par son produit phare, l'atiéké, peut encore beaucoup mieux faire.
en basculant d'un mode de production manuelle à des méthodes industrielles pour gagner en efficacité et en productivité. Transformer industriellement, ça veut dire que la transformation artisanale est une transformation aussi. Mais c'est rendre cette transformation beaucoup plus efficace, beaucoup plus saine qu'il faut faire. Nous n'avons pas envie que ce soit des grands qui tuent les petits. Nous voulons que ce soit des chaînes. Pour réaliser ce projet, le ministère de l'Agriculture a un plan. 1,6 milliard de francs CFA alloués à la filière manioc d'ici 2020, avec 3 objectifs bien précis. La première, il s'agit de restructurer, organiser les filières et les rendre les acteurs plus professionnels. Le deuxième axe, c'est augmenter la production et la productivité des unités de transformation et améliorer la qualité des produits dérivés du manioc à l'export. Et le troisième axe, c'est l'accès au financement et l'amélioration de l'environnement des affaires. Si l'État veut impulser autant d'argent dans cette économie, c'est parce que la filière du manioc et donc de l'attiéké a des capacités de rendement bien supérieures à celles actuelles. De 4,5 millions de tonnes de manioc produites cette année, l'État projette une production de 8 millions de tonnes en 2020. Aujourd'hui, pour explorer tout le potentiel de la Côte d'Ivoire en matière d'attiéké, il faut déjà commencer par une meilleure exploitation des terres. C'est le défi que s'est donné Thomas, passionné de manioc et PDG de Cassio, une entreprise de transformation créée en 2015 qui loue ses champs auparavant inexploités aux habitants de la région. Oui, la personne loue ça encore dans la main des propriétaires terriens de ce village qui est Saint-Brobo. Vous voyez, donc on loue la parcelle. Et la parcelle encore, on la loue à 25 000 francs par hectare par production. Aujourd'hui, Thomas cultive une centaine d'hectares de champs de manioc dont il a confié l'entretien à 50 paysans, comme Conan, qu'il forme lui-même. Tu sais, les branches de palmier là, il faut les tailler parce que ça peut gêner les plants qui sont là. Voilà. Voilà, il faut vraiment bien baisser les bras. Hein. Voilà, tu as vu, tu as bien fait ici. De l'autre côté là, tu as coupé les herbes en haut. Ici là, tu as très bien travaillé. Parce que tu sais, quand il va pleuvoir là, on va te donner les boutures et puis tu vas repiquer. Tu as vu? Voilà. Nous installons nos jeunes, que les terres qu'on loue, on les installe. Et c'est nous qui leur donnons les boutures et on les forme aux techniques culturelles de manioc. Comment il faut gérer, parce que nous ne peut pas être toujours sur le terrain. Des cultivateurs rémunérés au SMIC ivoirien, soit 60 000 francs par mois. Thomas vient régulièrement vérifier l'avancée des plantations. Nous avons une tubercule 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis il y a 10e là. Voilà. Vous voyez? Alors ça fait combien de kilos de manioc? Bon, environ ça peut nous donner quelque chose de 5 kilos. Bon, il faut 2 kilos de tubercules pour faire 1 kilo d'attiéké. Donc, on peut avoir au moins 2 kilos et demi d'attiéké. Une fois que les plants sont assez mûrs pour pouvoir être transformés en attiéké, les paysans emmènent leur production à l'usine de transformation de Cassio, à quelques kilomètres de Djibounois. Aujourd'hui, c'est Albertine qui vient livrer sa production. Déchargez. Voilà, faites vite parce que c'est pour notre chargement. Il y a une femme là qui nous a livré. Donc dès que ça arrive ici, ceux-là vont prendre pour aller peser, pour connaître le poids. Puisque nous payons en fonction du poids. Et pour un tarif précis, le manioc passe à la pesée, bassine après bassine. 98 kilos, ça fait 2700 francs CFA. Au total, Albertine a livré 2 tonnes de manioc. 4, 5, 6, ça fait 60 000. 200 francs. Elle touche donc aujourd'hui 60 200 francs CFA. Dans l'entreprise, les livraisons peuvent monter jusqu'à 50 tonnes par jour, soit 1,5 million de francs CFA. Si l'entreprise accepte une telle quantité de manioc, c'est parce qu'elle est l'une des premières en Côte d'Ivoire à s'être lancée dans la production industrielle du manioc en attiéké. Thomas a investi 20 millions de francs CFA pour construire ses bâtiments en décembre dernier et génère aujourd'hui 55 emplois directs et 200 emplois indirects. Il mise gros sur la mécanisation du processus de transformation. Ils prennent puis ils mettent ça dans le mortier.
Mais vous voyez, c'est que si c'est de façon artisanale, ça allait prendre du temps avant qu'on ait cette quantité broyée. Or, avec la machine, en 1 seconde ou bien en 5 minutes, voilà déjà la quantité broyée, c'est énorme. Donc voilà pourquoi on utilise l'industrialisation. Pour un montant de 250 millions de francs CFA, Thomas a réussi à rassembler ces machines venues de divers horizons. Ça, elle a 1 200 000 francs. Ça, c'est la presse électrique. Une fois qu'on appuie, ça descend et ça presse. Là, c'est 1 500 000 francs. On a payé les Chinois. Donc celle-là, elle donne la chaleur pour faire la cuisson. Elle est à 2 800 000. Là, c'est IDT, une structure ivoirienne qui dépend du ministère de l'Industrie. Là, c'est 1 200 000. L'entreprise n'est pas encore passée au tout industriel. Mais à terme, l'entrepreneur espère produire en masse grâce à l'industrialisation totale du processus de transformation de l'attiéké. Aujourd'hui, il existe moins d'une dizaine d'entreprises du genre dans le pays. Seuls 15% de la production d'attiéké est industrielle. C'est justement à IDT, la société ivoirienne de production tropicale située à Abidjan, que sont conçues les machines de demain. Un véritable laboratoire sous l'égide du ministère de l'Industrie, où ingénieurs et scientifiques conçoivent les appareils de transformation à fort potentiel économique. Aujourd'hui, par exemple, les équipes travaillent sur un tout nouvel équipement. Ce matin, nous allons travailler sur l'éplucheuse de manioc. On va revoir la partie transmission. Monsieur Fofana, remettez l'éplucheuse de manioc en isométrique. Vitesse du moteur, nombre de roues, diamètre des poulies. La conception assistée par ordinateur permet aux équipes de créer la machine la plus efficace possible. On montre la partie d'évacuation d'eau, celle-là, cette partie-là. Là, c'est l'arrivée d'eau. Ça, c'est l'arrivée d'eau. Et est-ce qu'on peut voir les points de sortie sur le manioc? Voici les points de sortie. Premier avantage, c'est d'abord la capacité de production dans un temps compétitif comparé à l'épluchage manuel que font les dames. Deuxièmement, ça sera le coût, un coût étudié qui sera attrayant quand vous ferez le rapport avec les main-d'œuvre que vous emploierez. Ces équipements ont vocation à transformer les matières premières qui peuvent être rentables pour le pays. Le cacao, la noix de cajou et bien sûr le manioc. L'attiéké est très demandé, donc c'est des produits, des machines, des équipements qui nous intéressent. L'éplucheuse de manioc, vouée à réduire la pénibilité du travail et augmenter la productivité d'une entreprise, est étudiée depuis 2014 et testée depuis 2 ans déjà. Si les tests sont concluants, immédiatement on peut la vendre. Si les tests ne sont pas concluants, alors nous devons apporter des améliorations sur notre prototype avant de la commercialiser. Une fois que les prototypes sont validés dans l'atelier de fabrication mécanique d'IDT, ils peuvent ensuite être commercialisés, comme ce semouleur, produit phare de la transformation d'attiéké, dont il se vend une 20aine d'exemplaires chaque année. Ce semouleur permet de résoudre une question cruciale, qui est le façonnage des grains. Ici, on fait 250 kg à l'heure. Contrairement aux dames avec 250 kg, elles peuvent mettre 3 heures, 4 heures, 5, voire même 5 heures. Ce qui prenait vraiment beaucoup de temps. Vraiment, c'est un prototype qui a révolutionné le milieu de la production de l'attiéké. L'unité de transformation complète de l'attiéké proposée par IDT est composée d'un broyeur à 1,5 million de francs CFA d'une capacité de 1,5 tonnes par heure, d'un essoreur à 2 millions de francs CFA d'une capacité de 250 kg par heure, d'un semouleur à 3 millions de francs CFA d'une capacité de 250 kg par heure, d'un cuisseur à 550 000 francs CFA d'une capacité de 75 kg par heure, soit un système complet à 10,5 millions de francs CFA qui permet une production d'attiéké de 600 kg par jour. La chaîne de production idéale à laquelle s'ajoute un appareil indispensable pour les sports, la machine de déshydratation. L'attiéké, quand elle est déshydratée, non seulement permet de conserver pendant une longue durée, 1 an à 2 ans, et aussi ça permet
ça facilite le transport. Ça va vous permettre non seulement de réduire la quantité d'eau et de conserver cette attiqué sur une longue période, parce que l'attiqué, à l'état normal, la conservation ne peut pas aller au-delà d'une semaine. Mais quand elle est déshydratée, on peut conserver pendant 1 année à 2 ans. Avec cet appareil à 12 millions de francs CFA, l'attiqué peut ainsi être vendu n'importe où dans le monde, sans problème de conservation. Une véritable révolution pour ce produit et une incroyable opportunité pour la Côte d'Ivoire de faire rayonner son trésor national au-delà de ses frontières. De retour en plateau pour débattre aujourd'hui, nous accueillons Edmond Ndri Apia, directeur de la valorisation des produits au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Clément Boablé-Tapé, directeur de Cotravi, unité de production de la marque Médivoire, et Dr Catherine Ebadjedji, chercheuse au CNRA, spécialiste de la transformation et de la conservation des produits agricoles. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, première question, quel est le sort de ces dames qui travaillent manuellement lorsqu'on sait qu'on a envie de passer à une industrialisation? Comment seront-elles recyclées? Comment les inclure? C'est quoi le processus? Alors, les dames, il faut les recycler, il faut les former. Il faut les former à l'utilisation de technologies qui leur permettent d'aller un peu plus vite, c'est-à-dire que ces femmes-là organisées, formées, elles vont commencer à peser, à quantifier leur production, de sorte qu'elles arrivent à produire de l'attiqué de qualité. Oui. Donc quand le CNRA va sur le terrain, on les forme, on transfère des technologies. De capacité. Un renforcement de capacité. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez des coopératives qui ont acquis ce matériel? Qui ont acquis au moins des machines. Elles ont quand même des broyeurs. Elles ont des broyeurs ou bien alors elles ont... Ou mécaniques. Elles sous-traitent chez des particuliers qui ont des broyeurs. Oui. Vous voulez réagir? Oui, c'est pour cette raison que nous disons que la réussite dans ce secteur, c'est d'abord la structuration du secteur. Donc, il faut organiser, il faut que les femmes, par exemple, s'organisent entre elles. Plus elles sont organisées, plus les moyens se mettent ensemble et elles ont plus de moyens pour pouvoir acquérir certains équipements. Voilà. Oui. Parce que toute seule, une personne ne peut pas acquérir les équipements. Donc, à plusieurs, en association, elles peuvent acquérir ces équipements. Alors, M. Tapé, est-ce que vous avez aujourd'hui des femmes déjà dans votre processus de transformation? Oui, effectivement, pour notre approvisionnement en attiqué frais, on a des femmes avec qui on travaille depuis 5 ans, à qui nous avons fait des formations primaires pour pouvoir avoir la notion du poids, des mesures. Alors, est-ce que ça vous intéresse, vous, quand vous allez gagner beaucoup plus d'argent ou alors attirer des financements, de mettre en place des machines pour intégrer ces femmes-là dans ce processus de transformation? Pourquoi pas? Justement, c'est sur cela que je voulais revenir tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure comment moderniser ces femmes. Vous savez, on est en business. En business, c'est le marché, c'est le gain qu'on tire qui entraîne les investissements. Si aujourd'hui, au niveau de l'attiqué, tout le monde reconnaît qu'il est connu dans le monde, mais cette appellation n'est pas encore la propriété de la Côte d'Ivoire. On a souvent une concurrence déloyale. Donc, si on fait une appellation contrôlée d'origine... Alors, on a appris que la Chine même produit un peu d'attiqué. Ensuite, on ne sait pas si c'est vrai. Ensuite, vous confirmez? Oui, je confirme. Comme l'IDT existe, la Côte d'Ivoire met en place ce qu'on appelle la labellisation, la normalisation, pour dire... Désormais, l'attiqué qui sort de notre pays, il s'appelle l'attiqué, voici les noms, voici les caractéristiques. Et qu'il faut qu'il soit commercialisé dans un milieu formel. Oui. À partir de là, on va réduire les sorties d'attiqués traditionnels pour créer le marché en Europe pour pouvoir exporter. Alors finalement, le monde entier est inondé d'autres attiqués. On a un nom, mais on n'est pas compétitif. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ce n'est pas mieux de se concentrer, ou le faire en même temps, sur le renforcement de notre productivité? Vous voulez réagir, docteur? Oui, je voudrais réagir parce que la plupart des attiqués qui sont produits en Côte d'Ivoire sont faits par les femmes. Nos unités, je peux dire tout au plus, sur le territoire national, le nombre d'unités qui fonctionnent plus ou moins, il y en a une trentaine d'unités. Toutes les unités ne sont pas opérationnelles.
il y en a qui sont opérationnels, bon, pour diverses raisons. Alors, la quantité d'attiéké produite par les femmes, là, représente, c'est la majeure, la plus grosse part. Oui. Et donc, elles doivent être formées. Oui, mais en même temps, ces machines sont chères. Est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement? On a parlé de 1,6 milliard de l'État de Côte d'Ivoire jusqu'à 2020. Est-ce que ça fait partie de ce projet-là? Le monsieur, il a mis 250 millions de francs CFA pour ces machines. C'est beaucoup. Qu'est-ce que l'État fait et qu'est-ce que l'État peut faire? Oui, ce que l'État peut faire... Concrètement. Oui, concrètement. D'abord, il faut mettre l'accent sur la recherche agricole, pour avoir des variétés... Avec le CNRA. Voilà, des variétés à haut rendement. Et aujourd'hui, le CNRA est en train de faire ce travail qui va se poursuivre. Parce qu'il faut que, lorsque nous sommes en industrialisation, il faut la disponibilité de la matière première. Il faut que la matière première soit disponible. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au moment où les gens ont besoin de manioc pour faire la tchéké, on ne trouve plus de manioc. Donc il faut augmenter les rendements. Bon. Et ensuite, on a dit qu'il faut restructurer le milieu. Il faut que les gens soient beaucoup mieux organisés. Et puis ensuite, il faut apporter un peu plus des appuis pour permettre à certains groupements d'acquérir certains équipements. Est-ce que vous pensez que l'industrialisation, la transformation, c'est la clé pour attaquer le marché international? Effectivement. Oui, allez-y. Je pense que l'industrialisation est la clé, mais je précise, je dis, il faut d'abord créer un cadre légal. Il faut protéger l'attiéké, il faut lui donner une couleur ivoirienne avec des normes. Comme on le dit souvent pour les produits européens qui viennent, il faut normaliser. Ensuite, il faut que l'État fasse la promotion. Comme les Marocains, les Maghrébiens l'ont fait pour leur couscous. Parce que l'industriel ivoirien n'a pas les moyens de faire la promotion de l'attiéké en France. Donc, il faut créer le marché. Dès que le marché de l'export est créé, vous allez voir que les investisseurs vont directement y aller. On investit là où on peut tirer des profits. Oui, alors... Quand on veut financer une femme à Nomambo à 50 millions pour avoir des machines, on lui demandera, tu vends combien par jour? Je vends pour 50 000. On a dit, mais madame, on ne peut pas te donner. Mais si elle a un marché, si elle travaille avec une structure industrielle qui a des marchés et on lui prend pour 1 million par jour, mais cette structure, pour pouvoir labelliser son attiéké, est obligée de la soutenir avec sa banque pour installer une chaîne moderne et puis partir. Donc l'industrialisation, pour la mettre en place, il faut d'abord créer un cadre légal. L'appellation contrôlée de l'attiéké, les attiékés qui sortent ne doivent plus sortir comme des boules. Il faut lui donner une valeur ajoutée. Alors là, on a fait le tour de la question de l'attiéké, mais il n'y a pas que l'attiéké que permet de produire le manioc. Et là, je vous propose, comme nous le faisons à chaque émission, de prendre la direction d'un autre pays africain. Cette semaine, nous partons au Kenya à la découverte d'une jeune entrepreneuse de 28 ans, Elisabeth Gibeke. Elle a créé en 2015 Mogo Foods, une marque de farine de manioc. Son chiffre d'affaires, 32 millions de francs CFA. Ce n'est pas assez pour assurer la pérennité de l'entreprise. Alors Elisabeth se bat pour trouver de nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients et de nouveaux investisseurs. Elisabeth Gibeke ou le pari de la farine de manioc, c'est un reportage de Marie de Marc Kouo et Oscar Noël Sangan. Nairobi, capitale du Kenya, un lundi matin. Dans ce petit supermarché, les clients attendent depuis plusieurs jours le retour d'un produit qui s'écoule à une 50aine d'exemplaires par mois. Ce produit, le voici. À l'intérieur de ce sac en papier, 24 paquets de farine de manioc. Voilà, il y en a une pour vous et une pour moi. Donc celle-là, c'est la mienne, c'est ça? 24 paquets de 1 kg, un lot de farine de la marque Mogo Foods, facturé près de 15 000 francs CFA à cette enseigne. À l'origine de cette transaction, une jeune entrepreneuse de 28 ans, Elisabeth Gibeke, créatrice de la marque. Bonjour, ça va? Vous avez reçu la farine? Ok. Est-ce qu'on peut aller vérifier l'emplacement en rayon? Depuis 2 ans, cette Kenyane produit et commercialise la farine de manioc dans 3 magasins de cette enseigne à Nairobi. Ce matin, elle est venue en personne pour superviser les rayons.
Je lui demande de bien mettre les paquets en haut de l'étagère plutôt qu'en bas pour avoir une meilleure visibilité. Et il faut aussi qu'on se positionne près des farines les plus vendues. Mais surtout, Elisabeth est venue rencontrer le responsable du supermarché. Bonjour, je suis Elisabeth. C'est vous qui faites la farine de manioc? Je suis ravi de vous rencontrer. Elle va lui annoncer un changement d'étiquette. Excuse-moi, il y a un prix qui va changer sur la farine de manioc. Est-ce que tu peux le modifier et imprimer l'étiquette, s'il te plaît? La jeune femme d'affaires est parvenue à diminuer ses coûts de production. Alors, elle répercute la baisse sur le prix de ses produits en magasin. Une réduction de 40% qu'elle prend en charge pour essayer de vendre plus de farine de manioc. Avant, on travaillait avec une entreprise de livraison. Mais maintenant, on le fait nous-mêmes, donc ça coûte moins cher. Et c'est comme ça qu'on a pu passer de 900 à 750 francs le paquet. Le magasin ne perd pas un centime dans cette opération. Une aubaine pour le responsable qui, afin d'encourager Elisabeth, lui donne quelques conseils. Vous devriez écrire sur le paquet qu'on peut faire des pancakes pour donner envie aux gens. Oui, et merci pour votre soutien. Vous étiez l'un de nos premiers clients. Oui, je m'en souviens. Ce que vous devez faire maintenant, c'est améliorer la mise en avant du produit. Un peu plus de marketing et je suis sûr que vous pourrez tripler vos ventes en un an. Des prévisions qui font rêver Elisabeth. Car son chiffre d'affaires annuel, 32 millions de francs CFA, ne suffit pas encore à assurer la pérennité de Mogo Foods. Si on arrive à écouler 5 tonnes par jour, ce qui représente environ 150 tonnes par mois, là, on atteindra notre niveau de sécurité. Elisabeth voit grand, mais pour l'instant, la jeune femme ne produit en tout que 5 tonnes de farine de manioc chaque mois, et non chaque jour. Mais si cet objectif de croissance lui paraît accessible, c'est qu'après 18 mois d'existence seulement, la farine de manioc d'Elisabeth est déjà distribuée dans plus de 250 magasins au Kenya. Bonjour, ça va? De la petite boutique de son quartier aux grands centres commerciaux qui fleurissent partout en ville, en passant par des enseignes internationales comme le géant Carrefour ou encore la chaîne locale Food Plus qui possède 15 magasins au Kenya. Si la farine d'Elisabeth séduit, c'est parce qu'elle possède aussi des atouts de taille. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'autres exemples de farine de manioc transformée et commercialisée à cette échelle au Kenya. Autre argument de vente, la farine de manioc, très peu calorique, est produite naturellement sans gluten, contrairement à la farine de blé qui peut provoquer des allergies. De quoi séduire les consommateurs attentifs à leur régime alimentaire. Même pour développer son activité et accroître son emprise sur le marché, la jeune businesswoman a besoin de financement important. Elle doit renforcer sa trésorerie et améliorer sa productivité. Son objectif cette année, récolter 160 millions de francs CFA. Pour multiplier par 2, voire 3 sa production de farine de manioc, elle traque sans relâche les investisseurs et part à la recherche de nouveaux fournisseurs de manioc. Ce matin, Elisabeth porte sa casquette de directrice des ressources humaines. Son objectif du jour, réussir à recruter plus de 500 agriculteurs pour augmenter de 25% le nombre de ses fournisseurs. C'est le nerf de la guerre, l'approvisionnement en matières premières, afin de répondre à la demande. Pour convaincre les agriculteurs de travailler avec elle, la jeune femme a rendez-vous dans une plantation de manioc située dans le comté d'Embu, à 2 heures de Nairobi. On travaille déjà avec 2000 petits producteurs et on veut augmenter ce nombre pour atteindre 5000 d'ici la fin de l'année. On reçoit de plus en plus de commandes, alors si ces fermiers du comté d'Embu ont assez de manioc, ça nous permettra de répondre à la demande dans les prochains mois. L'année dernière, on avait besoin de 5 à 5 tonnes et demie de manioc par mois, mais désormais, il va nous falloir au moins 8 tonnes chaque mois. Si elle tient tant à s'associer à ses producteurs,
C'est parce que leur plantation ne se trouve qu'à 130 km de la capitale. C'est 3 fois moins loin que ceux avec qui elle travaille déjà dans la région de Busia. Un gain de temps, mais aussi de budget dans le transport vers Nairobi. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Elisabeth. Bonjour mademoiselle. Alors, je m'appelle Elisabeth et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Mogo Foods. Et Mogo Foods transforme le manioc en farine. Une présentation et un discours rodé qu'elle peaufine depuis bientôt 3 ans. Pour atteindre sa cible, Elisabeth ne perd pas de temps et aborde directement l'argument économique. Nous payons les fermiers 2600 francs par jour pour du manioc déjà épluché, plus 500 francs quand nous ne fournissons pas le repas. Donc globalement, comptez 2600 francs par jour. Imaginez que vous travaillez 20 jours dans le mois, ça fait quand même pas mal d'argent. 2600 francs pour une journée de travail. Un tarif identique aux autres employeurs. Les questions des planteurs pleuvent, mais Elisabeth n'est jamais à court de rhétorique. Par contre, je vous préviens, il va falloir nous assurer le marché. Alors c'est simple, c'est Mogo Foods le marché. Et c'est nous qui nous chargeons d'écouler le produit fini. Donc, tant que vous nous fournissez, tant que vous avez du manioc à nous donner, le marché sera toujours là. En moins de 30 minutes, la jeune patronne de Mogo Foods a proposé des contrats d'un an. Une offre inespérée pour des fermiers qui vivent d'ordinaire, au jour le jour. Si on gagne un salaire fixe avec le manioc, on va pouvoir faire des projets, des agrandissements, acheter plus de terre et planter plus de manioc pour gagner encore plus d'argent, améliorer notre niveau d'éducation, ce genre de choses. Avant de repartir, Elisabeth se donne une dernière mission. Visiter le champ le plus proche pour contrôler la qualité du manioc. Mais pour cette étape, il faudra repasser. Les plants de manioc ne sont pas encore arrivés à maturité. Oula, ils doivent être plus gros que ça normalement. Oui, mais là, il est encore petit. Ils vont pousser, hein. C'est une très bonne variété, vous savez. Alors, Elisabeth, il est comment ce pied de manioc ? En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas séché et testé. Et après, on a des spécialistes qui vérifient que c'est la bonne variété. Si Elisabeth tient tant à acheter davantage de manioc, c'est pour produire plus, vendre plus et continuer à diminuer ses tarifs grâce aux économies d'échelle. Car aujourd'hui, la production de farine de manioc au Kenya coûte plus cher que l'importation de farine de blé, majoritairement utilisée sur le continent africain. Le prix d'un paquet de farine de blé est d'environ 450 francs et ma farine coûte plus de 600 francs le kilo. Donc vous voyez, c'est un peu plus cher que la farine de blé, mais comme on est en train de réduire nos coûts de production, on va pouvoir aussi réduire le coût du produit. Développer son activité est devenu l'obsession d'Elisabeth. Mais pour l'instant, ses moyens de production sont encore très artisanaux. C'est dans cette petite rue discrète qu'est née l'aventure Mogo Foods en 2015. Grâce à ses 3 employés permanents et une dizaine de renforts quand c'est nécessaire, Elisabeth produit et emballe plus de 5 tonnes de farine de manioc chaque mois, avec du matériel de production très ancien. Cette machine, je pense que c'était une machine anglaise. Elle a été achetée en 1990 ou 91. Je vous en parlais hier, elle a au moins 25 ans, elle est presque aussi vieille que moi. Pour 100 kg de manioc, c'est 30 minutes de broyage. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. Mais la vie d'une jeune entrepreneuse est souvent faite d'imprévus. Ce matin, la broyeuse refuse de démarrer. Et ce n'est pas à cause de son âge avancé. On a une baisse de tension. Normalement, la machine fonctionne avec du courant triphasé. Donc là, ce n'est pas assez puissant. Vous voyez, il n'y a que la lumière qui est allumée. Et voilà la coupable, la météo. Pendant la saison des pluies, ce genre de coupure arrive régulièrement. Un coup dur pour la productivité d'Elisabeth.
Ouais, ça arrive. Le courant va revenir, mais on ne sait pas quand. Du coup, on est bloqué. On ne peut rien faire, sauf si on a déjà de la farine moulue. Dans ce cas, on peut emballer les paquets. Sinon, c'est vraiment une journée de perdue. Heureusement, ce jour-là, il y a bien quelques paquets de farine de manioc à préparer, notamment pour l'exportation. Elisabeth vend 10% de sa production à l'étranger, soit 1,5 tonne de farine chaque année qu'elle exporte dans 8 pays différents sur les 5 continents. On espère qu'avant la fin de l'année, ce chiffre va passer de 10 à 40 ou même 50%. Parce que l'export, c'est vraiment un très très gros marché pour nous. Actuellement, notre plus grosse difficulté, c'est le prix du transport aérien. Parce que quand quelqu'un commande 100 ou 200 kilos, on est obligé de passer par l'avion, car c'est de trop petites quantités pour un envoi en bateau. Donc, on doit absolument augmenter nos exportations et trouver des distributeurs dans chaque pays. Ça nous aiderait vraiment à réaliser des économies d'échelle et baisser les prix pour nos clients. Multiplier les exportations par 4 en moins de 9 mois, Elisabeth a de l'ambition. Et pour l'aider à atteindre ses objectifs, ces machines, à 20 millions de francs CFA chacune, lui sont prêtées gratuitement par ses tout premiers admirateurs, ses parents. Car dans la famille, on fait de la farine depuis 3 décennies. Pourtant, Elisabeth embrasse d'abord une carrière de développeur informatique pendant 5 ans avant de se lancer, rattrapée par son héritage familial. On l'a encouragée, oui, bien sûr, parce qu'elle était très inspirée. Alors, on lui a dit de continuer. Vous savez, ici au Kenya, on a besoin d'entrepreneurs pour valoriser nos produits agricoles. Depuis la création de Mogo Food, la maman d'Elisabeth n'utilise plus que la farine de sa fille en cuisine. La jeune femme a passé des mois à broyer des centaines de kilos de manioc jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne formule grâce à l'aide de ses parents. S'ils n'avaient pas eu ce savoir-faire, je n'aurais pas pu y arriver. Parce que déjà, je n'aurais jamais eu l'idée de moudre de la farine. Mes parents ont toujours payé notre scolarité et construit leur maison grâce à l'argent de l'usine. J'ai grandi en les voyant faire du business presque toute ma vie. Et donc, j'ai acquis le savoir-faire et les compétences avant même de me lancer dans le business. C'était plus facile pour moi. Et aujourd'hui, j'ai repris le flambeau. Et quand vient l'heure de goûter les pancakes au manioc, c'est au tour du papa de jouer les mentors. Le conseil que je lui donne, parce qu'on parle beaucoup de l'entreprise, c'est d'essayer de trouver des investisseurs et des grands distributeurs pour écouler ses produits en masse. Trouver plus de débouchés et de nouveaux financements. Elisabeth a bien retenu la leçon, car malgré l'aide de ses parents, la jeune femme ne parvient toujours pas à se rémunérer 2 ans après la création de Mogo Foods. Alors, Elisabeth est sans cesse sur le pont pour se faire connaître auprès des investisseurs. Aujourd'hui, elle se rend à un forum dédié aux jeunes entrepreneurs. Son dossier a été repéré par plusieurs entreprises qui souhaitent la rencontrer. Et la jeune femme a une idée très précise derrière la tête. On a besoin de 160 millions de francs pour embaucher des gens, assurer notre fonds de roulement et financer un nouveau produit, les chips de manioc. Cette dame qui travaille pour le fonds d'investissement américain Roots Capital, qui finance des projets à hauteur de plusieurs millions de dollars, l'entreprise d'Elisabeth lui plaît beaucoup. Mais les résultats de la jeune femme sont encore trop faibles. Mogo Foods ne remplit pas encore les critères nécessaires pour obtenir un prêt, malgré la détermination d'Elisabeth à convaincre les investisseurs. Alors, nous avons une moyenne de 32 millions de francs. C'est ce que nous avons gagné l'année dernière. Et vous cherchez quelqu'un qui gagne 80 millions de francs. Mais si on regarde le potentiel de Mogo Foods et toutes les commandes qui sont en train de tomber de la part des Nations Unies ou de ce magasin en Suède, je suis sûre que d'ici la fin de l'année, on se rapproche des 80 millions.
Ok, bon, honnêtement, pour cette année, je pense que ça va être un peu compliqué quand même. Mais vous savez ce qu'on a l'habitude de faire? On recommande les entrepreneurs qu'on ne peut pas aider tout de suite, mais qui ont du potentiel à nos partenaires. Ils travaillent avec vous sur des plus petits budgets jusqu'à ce que vous soyez assez grande pour collaborer avec nous. Je pense que c'est intéressant pour vous. Des conseils et des pistes de travail qui portent très vite leurs fruits. Depuis cette rencontre, Elisabeth a enchaîné plusieurs rendez-vous avec d'autres investisseurs et déjà récolté plusieurs milliers de dollars. Et pour continuer à faire connaître sa marque, Elisabeth ajoute une dernière corde à son arc. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Dans un monde ultra connecté où la tendance est de prendre en photo tout ce que l'on mange pour le poster sur les réseaux sociaux, la jeune entrepreneuse va s'associer à Shirou Macharia, une blogueuse spécialiste des recettes diététiques. Sur Facebook, j'ai 42 000 abonnés. Mais sur Instagram, on n'est pas très actif. On doit avoir 10 abonnés, quelque chose comme ça. Et je ne sais vraiment pas comment augmenter la fréquentation de cette page Instagram. C'est pour ça qu'on est là. Effectivement, cette maman de 2 enfants qui travaille dans le domaine des énergies renouvelables sait y faire. Shirou et ses recettes ont déjà plus de 1300 abonnés sur Instagram. Avant même de proposer un partenariat à Elisabeth, elle avait déjà commencé à vendre les mérites de Mogo Foods. C'est la seule marque de farine au manioc que j'utilise. Donc quand les followers me demandent, je leur réponds. Mais maintenant que nous allons être partenaires, je vais volontairement mettre le nom de la marque partout dans mes recettes. Car désormais, Shirou sera rémunéré par Elisabeth. Le montant de leur accord est gardé secret. Ce qui est certain, les 2 femmes semblent y trouver leur compte. Elle va être ma responsable du marketing en ligne. Donc, évidemment, ce travail sera rémunéré. On va mettre en place une grille de paiement, sans doute en fonction du nombre de vues. C'est une très bonne opportunité pour nous parce que les abonnés vont découvrir des recettes et en même temps recevoir l'avis d'une personne engagée dans la promotion des produits sans gluten et bons pour la santé. Et pour donner un avant-goût à cette collaboration, Shirou a préparé des muffins à la banane et au chocolat, confectionnés bien sûr avec la farine de manioc d'Elisabeth. Ça sent tellement bon. L'occasion de réaliser le premier post Instagram. Et en attendant la réaction des réseaux sociaux, il y a chez Shirou un petit public prêt à déguster les préparations culinaires dès leur sortie du four. Des enfants qui ne font pas la différence entre la farine de blé et la farine de manioc. Autant de futurs consommateurs pour assurer l'avenir de Mogo Foods au Kenya. De retour sur ce plateau. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous poser la question, Dr Djudji. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage? Alors, ce qui m'a marqué, c'est le dynamisme de cette dame qui est à la recherche de la clientèle. Elle cherche à faire de la promotion. Elle est très active. Ce film résume les difficultés que rencontrent les entrepreneurs privés. Ah, j'imagine, oui. Où elle a un marché, elle veut l'agrandir, elle va devant des investisseurs, on dit non, tu es encore petit. Or, si on ne l'aide pas, elle ne peut pas grandir. Le marché existe, mais ils ont des critères de financement. Voilà la difficulté. Alors, la farine, est-ce qu'on en a ici produite de cette façon-là, M. Tapé? Vous en connaissez? Oui, on en connaît. On a produit aussi pour des clients que nous avons en Australie. Les Anglais appellent ça cassava flour. Oui, c'est un business qui marche. Oui, c'est un business qui marche. Vous savez, après la Côte d'Ivoire, le manioc, en partant du Ghana jusqu'au Cameroun, Nigeria, tout, il est plus consommé sous la forme farine et gari. Alors, la farine a du potentiel. Est-ce qu'on peut se poser la question aussi de savoir quel autre type de transformation du manioc on pourrait avoir? Alors ici, on a déjà le placali qui prend le placali. Le placali, et la pâte... C'est à partir d'une pâte ou à partir d'une farine? Comment ça... Le placali, c'est à partir de la pâte, oui. De la pulpe de manioc. Les ventes de placali augmentent
au niveau national. La consommation augmente. Donc ça veut dire qu'il y a un marché. La pâte qui est vendue pour les transformateurs, la pâte pressée de manioc qui est vendue à l'extérieur dans les pays limitrophes pour la transformation. Ça a également un potentiel. Il y a des peuples qui ne mangent que de la farine sous forme de congondé, ce qu'on appelle le congondé, le manioc séché, mais on le transforme en farine. Il y a plusieurs façons d'utiliser le manioc. Vous voulez réagir? Sur le plan industrialisation, il y a la fabrication de la bière qui est beaucoup plus économique. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui veulent utiliser, disons, le manioc pour la fabrication de la bière. Ça se fait déjà dans certains pays, en Afrique australe. Et donc, déjà même, ils ont rencontré le ministre de l'Agriculture, il veut s'implanter en Côte d'Ivoire. Donc, pour le faire, il faut avoir voilà, des quantités. Alors, donc, finalement, tout est bon dans le manioc? Tout est bon dans le manioc. Oui. J'ai envie de poser la question à l'homme d'affaires. Quand on parle de manioc, quels autres types de transformation du manioc fonctionnent chez vous? Bon, disons que le manioc, quand on le prend, il y a plusieurs types. À partir de la pâte, on peut faire de la tchéké, on peut faire de la farine de placali, on peut même faire de la toubou. On peut sortir l'amidon pour faire de l'amidon, soit alimentaire ou bien pour les pressings. On peut faire tout. Tout dépend du marché. Dès qu'on a un marché, on s'adapte technologiquement pour pouvoir le faire. Alors, on va conclure. Dans quelques années, donc en 2020, 8 millions de tonnes, c'est possible, vous y croyez? Oui, nous y croyons parce que la production en Côte d'Ivoire du manioc, elle est toujours en croissance. Donc, voilà. Eh bien, rendez-vous en 2020. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi 5 avril pour un nouveau numéro de Made in Africa. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI 1.